suis pas totalement d'accord avec cette manière de faire. Parce que c'est justement cette liberté qui a permis au président Patrice Talon de revenir au pouvoir en 2016. Après ce qu'il a opposé en 2012 au président Boni Yayi, notamment la tentative de coup d'État et l'affaire d'empoisonnement. L'affaire d'empoisonnement qui est une même infraction formelle en droit. Donc, je crois quand même que les Béninois ont une manière, quand ils montrent un arbre par un chemin, ils essaient de couper cette branche-là pour empêcher d'autres de monter ou bien pour empêcher ceux qui sont déjà sur l'arbre comme eux, par exemple, de descendre. Et c'est des choses que moi, je ne partage pas totalement parce que c'est justement parce que nous sommes libres que nous avons dénoncé le push manqué de 7 décembre 2025. Parce que tout homme et pays de justice ne peut pas accepter qu'il y ait plus dans les pays démocratiques. Or, les gens qui sont au pouvoir posent des actes qui visiblement amènent certains à penser que la seule manière pour accéder au pouvoir maintenant, c'est le coup d'État. Et c'est déplorable. Sous Boni Yayi, effectivement, il y a eu ces restrictions. Boni Yayi, sous son magistère, avait également ces restrictions. Pas que la presse était totalement libre, pas que les secrétaires généraux de la Confédération ou pas que les acteurs sociaux étaient totalement libres, parce que vous vous rappelez dans ce pays quand même que des acteurs sociaux ont voulu manifester et c'est pas, ils ont été gazés à cause du travail de Cotonou. J'en étais témoin aussi. Ils ont été admis à l'hôpital au CRHE pour ceux qui sont encore vivants et les autres ils sont déjà partis bien après. Et donc parce que Boni Yayi à l'époque avait trouvé plus fort que lui des gens qui dans l'ombre tiraient sur la ficelle. Alors aujourd'hui, bien malin qui peut dire ces gens-là qui tiraient sur la ficelle parce que justement aujourd'hui il y en a plus. Et donc on se demande si les revendications sous Boni Yayi étaient vraiment objectives ou si elles étaient téléguidées. Aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a plus de revendications pratiquement parce que quand le chef de la partie est venu, ce qu'il a entrepris comme réforme prioritairement, c'est d'abord au plan social. C'est d'abord de restreindre les droits de grève, c'est de dire désormais attention, il n'y a plus possibilité de faire grève comme on le veut, vous êtes réduit à un certain nombre de jours de grève par mois ou par semaine ou par an. Et donc tout de suite on a compris que il a tenu le taureau par les cornes. Et sans doute parce que justement, certainement il faisait partie de ceux qui faisait revendiquer des choses. Et donc, vous savez, c'est difficile pour quelqu'un qui connaît le marteau, de laisser ce marteau-là lui frapper sur la tête. Même ceux qui ont institué la chose, ceux qui ont créé cette situation, eux-mêmes là, ne peuvent pas dire avec certitude de quoi demain sera fait politiquement parlant. Ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas jurer, même les partis de la mouvance ne peuvent pas jurer qu'ils peuvent deviner à 80% de quoi sera fait le paysage politique demain. Donc, c'est de l'indécis et on ne comprend rien, puis on observe. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de prendre ce dernier rendez-vous de votre émission Que dit la presse pour le compte de cette année 2025. Nous sommes au mercredi 31 décembre 2025. Commençons tout de suite cette dernière émission par la une des journaux. Le paraclet déjeuner de fin d'année à l'Assemblée nationale. Louis Lavonu célèbre la presse parlementaire, élections municipales et législatives de 2025. Paul Rumper entre engagement, défis et stratégie. Toujours avec le quotidien Le Paraclet. Bloc républicain, l'unité en marche pour Porte-Nouveau. Adjatia News à présent, troisième journée de la CAN Maroc 2025. Défaite sans conséquence pour les Guépards du Bénin, apprend-on dans les colonnes de ce quotidien. Législative, Cour constitutionnelle, les délégués électoraux en formation dans tout le Bénin. La tribune de la capitale. Le président du Parlement célèbre la fin d'année avec les journalistes parlementaires. Un déjeuner convivial marque les relations entre Louis Lavonu et le REJAP. Communal de 2026, le message des trois partis politiques en lice sur la mobilisation et la gestion des ressources. Toujours avec ce quotidien tennis à Porte-Nouveau, deux entraîneurs de renom honorés au stade Charles de Gaulle. Le patrimoine CAN Maroc 2025, les Guépards lourdement battus par le Sénégal. Le chasseur info, élection communale du 11 janvier 2026 au Bénin. Les messages des partis politiques en lice sur le thème mobilisation et gestion des ressources à lire dans les colonnes de ce quotidien. Examen scolaire 2026 au Bénin. Les inscriptions au BPC ouvertes du 5 janvier au 2 février 2026. Décès du député Octave Oudegbe, le président Louis Lavonu présente les condoléances de l'Assemblée nationale.
filet de protection sociale productif au Bénin, Bessoké, un levier pour briser le cycle de la pauvreté extrême. La boussole, accès universel à l'eau potable en milieu rural, le Bénin en passe de gagner le pari avant 2030. Vision des partis en lice pour la gouvernance locale, autonomiser les communes pour une gestion efficace des ressources. L'intégralité des messages des partis pour les communes, l'intégralité des messages des partis pour les communes à lire dans les colonnes du quotidien La Boussole. Pour défaut d'extraction, la Criette renvoie le dossier de Soumaïla Bouquet au 13 janvier. Vodou Days 2026 à lire en bas de page du quotidien La Boussole. Ouida prête à vibrer au rythme de son patrimoine. Dynamisme info. Timide démarrage des campagnes, les partis en lice encore loin des divergences pour le défi des 20%. Apologie de coup d'État, le député Sounon Bouquet passera le nouvel an derrière les barreaux. Défense d'intérêt de la population, Daniel Edal, un leadership très remarquable en 2025 selon le quotidien Dynamisme Info. Jakpata, élection générale de 2026, la société civile béninoise en ordre de veille. Assemblée nationale, Louis Lavonou et les députés s'inclinent devant la mémoire du feu Octave Koudégbé. Le meilleur, Vodou Days 2026, Ouida s'apprête à vibrer au rythme de l'identité culturelle et des valeurs endogènes béninoises. Campagne pour les élections communales du 11 janvier 2026. Les trois partis en lice exposent leur stratégie pour la mobilisation et la gestion des ressources des communes. Et nous bouclons avec le quotidien Matin Libre, législative 2026 dans la 13e circonscription électorale. Sous les mamans Yakoubou, conquiert Djougou pour l'Union progressiste Le Renouveau. Confédération africaine de handball, Sidikou Karimou, président de la commission du développement communal de 2026, mobilisation des ressources, lire les messages des partis politiques BR, FCBE et l'Union progressiste Le Renouveau. C'est donc sur ce quotidien que nous bouclons cette première partie de votre émission Que dit la presse. Nous marquons une courte pause, le temps pour nous d'installer les confrères en studio pour l'instant débat. Que dit la presse? Que dit la presse? Retour en studio ce matin pour décrypter quelques titres à la une des journaux, mais spécialement ce matin, nous parlons des faits qui se sont produits au cours de l'année 2025 pour cet exercice de bilan des faits politiques. Nous avons 4 confrères. Eman Aniambossou, il est journaliste indépendant. Eman, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour à mes chers confrères qui sont déjà là pour nous aider à décrypter les faits marquants de l'actualité au plan politique pour le 2025. Deuxième débatteur dans cette émission, Roger Avossez-vous, journaliste au quotidien Le Grand Matin. Roger, bonjour. Bonjour Samuel, bienvenue à tous. Troisième débatteur, plus à présenter, Marcel Zoumenou, directeur de publication du quotidien Le Patriote. Marcel, bonjour. Bonjour Samuel et bonjour à tous les confrères. Pezo Anango, qu'on n'a plus retrouvé par ici, il est le directeur de publication de la Dépêche Afrique Info. Pezo Anango, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour à tous mes confrères présents sur cette plateforme. Joseph Pezo, je reste avec vous. Quel fait vous a marqué particulièrement au cours de cette année 2025 qui s'achève dans quelques heures? Bon, je n'ai pas un seul fait, j'en ai un certain nombre, mais les plus importants à mes yeux, c'est déjà cette attaque terroriste majeure dans le nord du Bénin, le 8 janvier 2025, qui est quand même assez important à noter. Et il y a eu, toujours en janvier 2025, pour ne pas citer le procès Bokon-Romeki à la Criette, c'était le 21 janvier. Ça aussi m'est resté en travers de la gorge. Puis il y a bien entendu les faits les plus marquants de la fin de cette année, à savoir cette révision majeure de la Constitution du Bénin et également le coup d'État, quoi qu'on dise, un coup d'État manqué du 7 décembre dernier. Donc je m'en tiens à ces faits, mais aussi je voudrais ajouter cette restriction des libertés que certaines organisations ont eu à dénoncer au Bénin, et puis la rencontre des organisations religieuses
pour attirer l'attention des autorités de la gouvernance sur la cohésion nationale. Bon, bref, je m'en arrête là. Ce sont ces faits qui ont le plus marqué mon attention. Marcel Zoumenou, on va décrypter ces faits. On prend le premier fait évoqué, c'est bien sûr le procès de l'ancien ministre des Sports, Omeki, et de l'ami du président Patrice Talon, pour parler de Olivier Bokor. La sentence a été quand même prononcée le 30 janvier 2025, une sentence très lourde, 20 ans de réclusion criminelle. Ce fait vous rappelle quoi? Oh, est-ce que ça me rappelle quelque chose? Non, mais ça m'inspire, ça m'amène à réfléchir, ça m'amène à penser à des choses qui ne sont pas forcément de bonnes choses pour l'image de la République. Et qu'un ami personnel en vient à organiser un push pour descendre son ami, c'est pas de bonne image pour notre pays, c'est pas de bonne image pour la République. Qu'est-ce qu'il a fait qui l'a mené jusque-là? Je me pose assez de questions. Et autant je me pose assez de questions, mais je rapproche ce fait du 7 décembre pour dire que en 10 ans, on a eu des tentatives de coup d'État et puis on a eu quand même le 7 décembre des faits réels de coup d'État, même si au final ça n'a pas abouti. Et là, je me pose assez de questions sur la solidité de notre système, le système qu'on a bâti depuis 90 et qui visiblement a tenu. Parce que de 90 jusqu'à l'arrivée de Patrice Talon, on n'a jamais pu entendre parler de tentatives de coup d'État et à voter ou partiellement organisé qui finalement n'a pas marché. Et donc, moi, ça m'amène à me poser des questions réelles, des questions profondes sur la stabilité de notre régime. Qu'est-ce qui fait que, en 10 ans, on a eu, je vois, 2 tentatives, parce que bien avant le 7 décembre, il y a eu une première tentative qui n'a pas été trop médiatisée, où des agents de police et de l'armée ont été arrêtés. Et puis il y a eu le 7. Et donc ça fait près de 3 tentatives, si on s'en tient aux faits factuels. Et donc moi je me pose assez de questions et je me demande, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de personnes qui veulent arrêter le cours du processus démocratique au Bénin? Et là, nous devons en faire le bilan, puisque dans une seule année, on en a eu 3. Et donc, ça fait un peu beaucoup. Parce que depuis 1972, et tout le monde le sait, que le Bénin n'a plus jamais connu ce genre de choses. Et pour beaucoup de Béninois, moi je suis né bien après 72, j'ai entendu parler de 72. Après, il y a eu l'agression du 16 janvier 77 qui n'a pas marché. Et puis le Bénin a retrouvé sa stabilité politique. Depuis, il y a eu plusieurs présidents qui sont passés. Et on est resté toujours dans cette stabilité. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de tentatives pour arrêter le processus? Je crois que c'est une question qui doit faire réfléchir à la fois le premier magistrat du pays qui est Patrice Talon, mais aussi tout le système politique actuel qui nous dirige. Moi, je pense que le fait qui m'a le plus choqué, c'est cette image du 7 décembre avec les soldats à la télévision en train de faire une déclaration. Pour moi, c'est un recul grave. Et j'espère qu'on puisse, avec le temps, tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. J'ai pas eu l'impression qu'on en tire les leçons au regard des réactions que j'observe. Je crois qu'il faut s'asseoir et réfléchir à ça. Roger, avancez-vous, est-ce qu'on n'a pas vraiment tiré les leçons de ces tentatives de coup d'État au Bénin? Ça tirer les leçons de cette tentative de coup d'État. Quelles sont les causes réelles qui sont à la base de ce push manqué, puisque, comme Marcel vient de le souligner, je crois quand même que on devait tenir compte des revendications de ces polices-là, parce qu'ils ont évoqué quand même des situations qui, d'une manière ou d'une autre, touchent notre pays. Ils ont notifié la situation des AME, des aspirants au métier des enseignants. Ils ont notifié la question politique dans notre pays par rapport au processus électoral. Ils ont notifié, bien entendu, les actes dont sont victimes nos forces de sécurité et de défense dans le nord de notre pays. Je crois que c'est la question cruciale qui touche la République, qu'on veuille ou non. Ce n'est pas une question d'opposants ni de mouvementiers. Ça concerne tous les Béninois. Il n'y a pas de maison au Bénin où il n'y a pas un enfant qui va à l'école. Et quand on parle de l'éducation, c'est d'abord le socle de tout développement durable. Et par rapport à cela, je crois quand même qu'il n'est jamais trop tard de bien faire. Je crois que le président Patrice Talon est en train de boucler pratiquement 10 ans à la tête de notre pays. Il est de son devoir de
se mettre au-dessus de la mêlée et de tenir compte de cette revendication, même si c'est quoi échouer, c'était d'ailleurs le souhait de nous tous, parce que quand nous faisons une analyse minutieuse tout autour de nous, dans les pays de la sous-région, notamment en Guinée et Conakry, récemment Guinée-Bissau, à Ouaga, je veux parler du Burkina Faso, au Niger, au Mali et autres, et même au Gabon, on se rend compte que ces putschistes-là qui sont arrivés au pouvoir, d'une manière ou d'une autre, les populations étaient déçues. Et c'est vrai, moi aussi, je suis né bien après les années 70, c'est-à-dire en tout cas au lendemain du coup d'État de 72. Et donc, depuis 53 ans pratiquement, il n'y a plus jamais de coup d'État dans le pays. C'est la preuve que nos forces de sécurité et de défense ont pris l'engagement de rester dans les casernes et de jouer le rôle qui est le leur en ce qui concerne la sécurité des biens et des personnes dans notre pays. Mais s'ils en arrivent, comme Marcel l'a souligné tantôt, 3 fois déjà coup d'État, parce que là, il faut évoquer la situation de Oumeki et de Bokor qui sont déjà en prison. Il faut évoquer la question de tentative dont on ne fait pas cas souvent, mais qui quand même a amené des gens en prison. Et récemment, le 7 décembre, celle qui, en tout cas, la situation qui est toujours en cours jusque-là, je crois quand même que d'une manière ramassée, il est du devoir de ceux qui ont la charge, la louche de diriger notre pays. Je veux parler du Patrice Talon en premier, parce que c'est lui qui a bénéficié de la confiance de peu par la base. Les sont de devoir d'écouter les uns les autres pour que la calmie revienne de façon sereine. Puisque, qu'on veuille ou non, il n'est dans l'intérêt de personne dans notre pays que les putschistes soient au pouvoir. Parce que on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Mais avant que je me laisse le micro à Herman, je crois quand même qu'il y a une situation qui me tient aussi à cœur concernant bien sûr les faits marquants de l'année 2025. C'est cette épineuse question relative je veux parler de la fuite du parrainage de Michel Souyoum, si ma mémoire est bonne. On reviendra particulièrement sur cette affaire. Non, je ne veux pas encore aborder la question, parce que quand Pézo a abordé les questions qui ont marqué l'année, et apparemment, il n'a pas évoqué cette question qui est quand même cruciale pour moi, parce que, qu'on veuille ou non, d'ici quelques jours, sinon d'ici quelques mois, nous irons à l'élection présidentielle, et à cette élection, l'opposition ne sera pas présente. Donc c'est un fait aussi marquant qu'il faut souligner dans le point en ce qui concerne l'année 2025. Herman Agnaboussou, le fait marquant qu'on décrypte, c'est lié aux tentatives de coup d'État, la remise en cause de l'ordre constitutionnel au Bénin. Est-ce qu'on peut dire que la lourde sentence de 20 ans de réclusion criminelle aux deux hommes coupables de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'argent public et blanchiment de capitaux le 30 janvier 2025, cette condamnation n'a pas émoussé l'ardeur de certains Béninois? Bon, je pense que quand on parle effectivement, quand on évoque le fait, je parle de politico-judiciaire concernant ce dossier Bokor-Oumeki, il faut y voir effectivement c'est vrai, c'est un procès politique et je crois pour mon compte tout ce qui a été dit, à savoir qu'il faut savoir tirer le leçon de ce qui ne va pas et tout pour mieux comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de chacun de ceux qui ont été condamnés. C'est vrai que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ce fait politico-judiciaire a entraîné une révision du code de procédure pénale, de sorte que il est possible désormais pour un accusé de dire je ne veux pas de l'avocat. Il est possible pour le juge désormais de juger un criminel ou bien de juger un présumé criminel sans le concours de l'avocat. Parce que vous avez suivi avec moi le déroulement de ce procès-là. Moi-même, je l'ai suivi personnellement et physiquement. J'étais dans la salle d'audience tous les jours qu'a duré ce procès-là. Et c'est la première fois, effectivement, au Bénin, qu'on assistait à un procès où, effectivement, les accusés n'ont pas eu le concours de la défense, la défense s'étant déconstituée totalement. Et donc, quoi qu'on dise, ça a créé ce qu'on appelle en droit un revirement jurisprudentiel de sorte que désormais on peut juger les gens sans les avocats. Je pense que ce procès, au-delà de tout ce qu'on peut en tirer comme conséquence ou comme leçon, ça consacre un peu pour moi un recul des droits de l'homme, parce que la preuve c'est que les avocats en ont parlé au cours de leur entrée solennelle d'il y a un mois environ. Ils sont revenus là-dessus et ont estimé que on ne peut pas comme ça tirer ces conclusions. Je pense que pour ce qui est de ce procès, la peine a été assez lourde. Les accusés n'ont pas cru devoir faire appel de la décision et tout. Qu'un ami intime, un ami très très intime, très lié, en vienne apprendre
ces pareilles choses. Je pense qu'il est le devoir de Patrice Talon, effectivement, de savoir tirer les leçons, de savoir tirer. Et Marcel Zoulou nous fait bien de nous rappeler que c'est pas le seul procès en un an. Il y a eu effectivement, c'est pas une tentative d'éjouer également, où on nous a parlé d'une quinzaine d'hommes armés, d'hommes armés, oui. Qui ont été pris dans ce dossier. Du moment dit qu'il y a une femme dedans et tout. Après, il y a eu le dernier dossier du 7 décembre. Heureusement, fort heureusement. Et l'image m'est restée également en tête. Hein. J'en étais choqué. Quand j'ai mis la télé, j'ai dû me rasseoir d'abord parce que je me suis dit, mais c'est quoi? Je rêve. C'est un feuilleton. C'est un film. C'est quoi? Et quand j'ai commencé par entendre, il a fallu que la déclaration soit mise en bleu pour que je comprenne qu'attention, il se jouait quelque chose sur la tête des Béninois. Et donc, il y en a qui jusqu'à présent ne s'en sont pas remis. Je connais une dame qui s'est retrouvée à l'hôpital le lendemain matin parce que elle a été vraiment choquée par ces faits. Donc, tout ça pour rappeler quand même au chef de l'État que c'est lui qui a été élu et qu'il fasse fi de ce que des gens, son entourage lui dit, parce que l'entourage est ainsi fait. Hein. Des gens vous conduisent droit, ils vous conduisent droit dans le but, et après ils sont les premiers à se réjouir. Et donc je pense que pour moi c'est les grandes leçons à tirer de ce fait majeur qui s'est déroulé en 2025. Joseph Pezo Anango, vous évoquez également la restriction des libertés. Sur quoi vous vous basez pour évoquer ces faits? Merci, chers confrères. J'avais tellement envie d'en dire un peu sur le sujet que vous venez de clôturer, quand même, puisque vous m'interpellez sur la dégradation de la liberté, surtout des libertés essentielles. Je vais m'appesantir là-dessus rapidement. Et si vous le permettez, je reviens juste placer un mot en ce qui concerne le premier sujet. Alors, ça a commencé au mois de mars. Le mois de mars a été marqué par une série d'arrestations, de convocations judiciaires et de détentions de journalistes de voix critiques. Et je ne voudrais pas appeler des noms, vous savez pas, je parle. Ces événements ravivent, moi, les états de la presse et, d'une certaine manière, l'état des libertés essentielles. Les organisations nationales et internationales ont dénoncé un climat d'intimidation favorisant le consensus. Politiquement, ces actions sont justifiées par les autorités au nom du respect de la loi et de la sécurité nationale. Mais socialement, puisqu'il faut aussi analyser les impacts sociaux, socialement, ces choses fragilisent le rôle des médias comme espace de débat et de contrôle citoyen. La presse, quoi qu'on dise, reste un pilier historique du renouveau démocratique du droit et apparaît sous pression constante. Désormais, cette situation accentue la méfiance d'une partie de la population envers les institutions et contribue à une contraction de l'espace public à un moment clé de la préparation électorale. Et je ne vous apprends rien pour rapidement traiter déclaration de l'ODEM, notre police interne, et qui s'est rendu compte que les journalistes sont désormais pusillanimés. Ils ont peur. Et puis, ils les invitent à se départir de la peur. Maintenant, la peur a été instituée par la gouvernance depuis un certain nombre de temps et s'est installée au sein de notre société. Où aujourd'hui, moi, j'observe de loin et que même cette émission, à laquelle je prends part, je me demande, mais est-ce que il peut y avoir encore des émissions du genre au Bénin? Parce que depuis, c'est déjà fini. On n'a plus le courage de dire ce que tout le monde voit. Et puis, ainsi, ça s'est installé et nous conformons. Il y a l'autocensure automatique. La presse béninoise n'existe plus à l'interne. Nous nous contentons aujourd'hui, et l'ODEM l'a bien compris, nous nous contentons aujourd'hui de raconter les faits divers, ou alors on s'abreuve aux sources des médias internationaux. RFI, CNN, France 24 et que sais-je encore. Alors, donc c'est ainsi ce que moi j'observe, c'est-à-dire une dégradation notable des libertés essentielles et principalement celle de la presse. On a vu beaucoup de médias ont été suspendus. Pas plus tard qu'il y a quelques heures, j'ai lu aussi la HAC qui allait fermer les portes d'une radio. Et bon, la Gazette du Golfe, enfin le groupe Golfe FM, pour ne citer que ce cas alarmant. Vous voyez le nombre d'employés qui sont aujourd'hui au chômage. On a fermé ces médias et puis c'est fini, il n'y a rien à dire. C'est la HAC qui était là, en principe, pour protéger ces libertés aussi, participe désormais à les contraindre. Et donc, il faut, à moins qu'on ne porte des verres en bois, il faut reconnaître que la liberté est partie. La liberté de la presse est partie. Quelques mois du Bénin, je sais où elle est allée. Logique. Alors, si vous le permettez... Allez-y. Le premier sujet que vous avez abordé, ça m'intéresse quand même bien de revenir là-dessus parce que le procès de Omeki et Boko
les confrères qui m'ont précédé l'ont souligné bien, mais ça cristallise les tensions politiques au Bénin. Et ceci a été présenté, c'est-à-dire le procès, bien entendu, ne devrait pas le voir comme une réponse ferme à une tentative de déstabilisation de l'État. Mais le régime, ou alors ceux qui supportent le régime aveuglément, veillent de reconnaître quand même que c'est le régime qui a créé cette situation. Si des amis intimes Dieu seul sait si ce procès sur ce coup était véritablement réel. Bon, mais là, c'est pas mon rôle. Mais si c'était le cas, c'est que ces amis très proches se sont rendus compte que pouvoir s'est consolidé dans le sens de ne plus permettre à d'autres forces d'émerger. Il n'y aurait plus d'alternance. Ils se sont rendus compte, ces amis, bien entendu, se sont sûrement rendus compte que il n'y a plus d'opportunités, et il n'y a plus de possibilités d'alternance. Je ne les défends pas. Si ce coup était réel, ça ne peut que répondre à ce genre de situation. Et donc, quand on regarde aussi comment le procès s'est déroulé, on se rend aujourd'hui compte que la justice est utilisée politiquement. Et ça, il y a une sorte de ce que certains appellent des dérives potentielles de la judiciarisation. Donc, il y a un spécialiste qui est parmi nous qui peut quand même comprendre ce dont je suis en train de parler. Au plan politique, l'affaire accentue la polarisation entre majorité et opposition, tout en fragilisant la confiance dans les institutions judiciaires. On a vu l'ordre des avocats à l'époque qui s'est fait insurger contre la chose, mais malheur en a pris, la Cour constitutionnelle est allée contre eux. Et donc, je dis, lorsqu'on prend ces faits et on les calque un peu à ce qu'on a vécu le 7 décembre, je ne suis pas pour l'État. Alors là, franchement pas. Mais on peut comprendre que les uns et les autres sont étouffés et ont voulu utiliser des voies inadmissibles, des voies inacceptables, des voies qui ne sont pas de bonnes voies, des voies autorisées. Non, mais ça dit, il n'y a que cette opportunité désormais qui s'est offerte à ces personnes. Je ne les défends pas. Puisque quand on est un peu des revendications, ils se sont basés, les putschistes, pour ne pas les citer, se sont basés sur ce que chaque Béninois sait, que chaque Béninois vit. Eh bien, lorsque le chef d'État reprend la parole après pour expliquer à sa façon les choses, il a semblé dire qu'il n'y a jamais eu d'État et que c'est des parias. Ceux qui ont posé ces standards ne sont que des parias, des plus témoins. Et là, moi, ça me laisse pantois. Je voudrais m'en arrêter là. Parce que je ne veux pas garder seule parole, mais je constate que quand on prend Obeki, le cas Obeki Boko, et on prend la situation, l'épisode du 7 décembre, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà. Marcel Zoumeno sur la dégradation des libertés. Oui, je crois que c'est un fait, c'est quelque chose que nous vivons, nous constatons. Tous les Béninois constatent que progressivement, on est en train de nous amener vers un régime fermé, de pensée unique. Ceux qui, pour cela, ne se cachent même plus pour le dire, ils le disent. Ouais, non. Moi, quand j'ai écouté le chef d'État, il dit oui, on n'a pas besoin de beaucoup de partis, mais j'ai tombé de nuit qu'on avait besoin d'un seul parti, puisque bon, désormais, il faut aller au développement et puis tout ça. Et puis, quand vous faites très bien à l'argumentaire du chef de l'État, oui, c'est que il y a des gens qui ont le gouvernement du pays actuellement et qui sont les plus inspirés, qui sont les plus intelligents et qui ont les meilleures idées de développement pour le pays. Et les autres devront simplement les accompagner pour réussir cette mission. Et puis, ce modèle de développement tel que c'est promis, tel que c'est fait depuis 2016 est le meilleur. Et ça n'a jamais existé nulle part au monde. Et quand vous commencez par entendre ces gens de discours, c'est la pensée unique. Moi, je crois que ceux qui ont conçu les idées, ceux qui ont fait un peu ce qu'on appelle l'histoire des idées, des grandes idées, des études philosophiques, on sait très bien comment les principes et les grandes valeurs démocratiques se sont imposées dans le monde. Et quand vous observez très bien l'évolution des temps, vous constatez très bien que la démocratie a beau avoir des failles, mais c'est le meilleur système politique qui existe aujourd'hui au monde. Si quelqu'un vous dit qu'il y en a un autre qui est meilleur à cela, dites-lui qu'il s'est fait. Et quand vous faites l'expérience de tout ce qui s'est passé dans l'humanité depuis tout au moins l'avènement de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, le seul système qui garantit à tout le monde un minimum de paix, de sécurité, de bien-être, c'est la démocratie. Moi, je suis un ardent défenseur de la démocratie. Je suis un républicain comme il le dit. Et donc, j'ai pris du temps et je continue d'avoir des difficultés pour m'accommoder au nouveau système qui s'installe au Bénin. Et puis l'autre structure là qui a existé là et qui n'est plus trop actif là et qui peut aller vous chercher n'importe où à partir du moment où vous dites quelque chose de alors regardez un pays comme le Bénin qui de 90 jusqu'en 2016 bénéficiait de cette liberté.
aujourd'hui qui se retrouve dans un contexte où non seulement il n'est plus possible de critiquer, il n'est plus possible de manifester. Vous avez vu des syndicalistes qui ont manifesté ici, on est allé les chercher et après on leur a fait tout un concert. Vous vous rappelez très bien, donc vous ne pouvez pas manifester. Vous ne pouvez pas dire votre frustration. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre de la manière dans la façon de dire les choses? Non, mais il n'y a plus de façon de dire les choses, Samuel. De quelle façon de dire, quand tu es frustré, tu es mécontent, tu lui dis je suis mécontent, je ne suis pas d'accord. Mais tu l'exprimes avec toute l'émotion, avec toute la charge émotionnelle possible, pour que ceux qui sont en face de toi sachent que tu es fâché. Mais tu ne peux plus le faire. Donc, à partir de ce moment, c'est comme du bétail, c'est comme des animaux. Encore que, même quand vous avez un chien et vous lui faites quelque chose qui n'est pas d'accord, il peut aboyer, le chien lui peut aboyer. Mais ça veut dire que les Béninois sont moins que des chiens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas exprimer leur mécontentement. C'est extrêmement grave ce qui se joue là. Mais les acteurs eux-mêmes, ceux qui font la promotion de ça par divers moyens, que ce soit les organes de régulation, que ce soit les structures policières, judiciaires qui sont installées pour réprimer la moindre liberté, je les renvoie à la phrase du professeur Joël Aïvo qui a dit « La démocratie est éternelle ». Vous sortez, mais vous allez toujours y revenir parce que c'est le seul système qui garantit un minimum de paix à tout le monde. Et ce qui caractérise l'homme, c'est la paix et la liberté. Et c'est ça, tout le monde l'a appris en philosophie, c'est la paix et la liberté. Ce n'est pas que la nourriture, ce n'est pas que l'esthétique, ce n'est pas que les belles routes. Ce qui caractérise l'homme, c'est la paix et la liberté. Et moi, je suis fondamentalement opposé à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ça. Et je le dis, chaque fois que j'ai l'occasion, je le dis à ceux qui peuvent m'entendre, j'ai une accommodation difficile à ce qui se passe. Je ne suis pas réussi à m'accommoder. C'est ça qui fait que mon journal, Le Patriote, en subit les coups. J'aurai, avec le temps des difficultés, j'aurai pendant tout le temps des difficultés à m'accommoder à ça. Moi, j'ai commencé la presse sous le président Kénikou. Et j'ai vu combien de fois on était fiers d'être journaliste pour le président. Après, Boni Yayi est venu, c'est vrai, il y a eu des entorses, mais le système est resté démocratique dans la forme. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de nous dire, oui, on n'est plus en démocratie, fermez vos voix, taisez-vous, subissez, on veut développer. Et ça, moi, je dis non. Roger, à vous, est-ce que la liberté ne rime pas avec la responsabilité? Si on veut être objectif, c'est sans débat. La liberté rime avec la responsabilité. Parce que si vous êtes libre de dire ce que vous voulez, vous êtes aussi prêt à supporter, à prendre en tout cas en compte les conséquences de ce que vous avez dit. Mais pour revenir à cette question de liberté, moi, je pense quand même que d'une manière ou d'une autre, tout a commencé avec l'avènement de nouveau départ en 2016. Parce que, rappelez-vous, peu avant l'arrivée du pouvoir de la rupture, vous avez constaté que, par exemple, il y a un certain nombre d'acteurs politiques aujourd'hui qui étaient devant la scène et qui, par l'entremise du droit de grève, ont revendiqué pas mal de choses. Mais une fois au pouvoir, tout de suite, le pouvoir de la rupture a supprimé cette affaire du droit de grève, puisqu'ils ont, en tout cas, cette affaire qui est réduite aujourd'hui à 10 jours l'an et 2 jours par mois. Vous n'êtes pas sans le savoir. Au début, en tout cas un peu avant 2007 toujours, au campus, vous voyez, il y avait pas mal de mouvements étudiants au campus. Mais faites un tour sur nos différents centres universitaires, vous verrez ce qui se passe sur le plan revendicatif. Et non seulement ça continue, mais quand on fait une analyse minutieuse de la situation, figurez-vous comment un régime démocratique comme le nôtre, où les partis soutenant l'action du gouvernement, notamment le PR et le PR, se rendent en Chine un pouvoir communiste. Parce que quand on parle du communisme, ce n'est pas la même chose que la démocratie, ce n'est pas clair. C'est clair, moi, à mon niveau. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, quand on parle de la Chine ne va pas au suffrage universel. Non, c'est le président du parti communiste qui devient le président de la République populaire de la Chine. Donc, c'est-à-dire le citoyen à la base n'a pas droit au vote pour choisir le dirigeant qui va diriger ce pays-là, permettre la technologie, pour une durée donnée. Mais tel n'est pas le cas dans notre pays. Nous allons au vote et nous désignons de façon libre et transparente. En tout cas, encore que là, on a redit, puisque tous les partis politiques aujourd'hui qui sont régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur ne vont pas aux élections d'une manière ou d'une autre. En tout cas, je vais parler des élections différentes, notamment les communales et la présidentielle, parce que les démocrates ne iront pas aux communales actuellement, ils iront seulement aux législatives. Et figurez-vous, quand on parle de législatives, il y a cette affaire de 20% par sécurité électorale. Donc, à mon sens, soit quand même hypocrite aujourd'hui, on peut dire sans réserve que en tout cas, la liberté est désormais restreinte dans notre pays. Et c'est des choses à dénoncer. On n'a pas besoin de partager chemin. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec cette manière de faire. Parce que
c'est justement cette liberté qui a permis au président Patrice Talon de revenir au pouvoir en 2016. Après ce qu'il a opposé en 2012 au président Boni Yayi, notamment la tentative de coup d'État et l'affaire d'empoisonnement. L'affaire d'empoisonnement qui est une infraction formelle en droit. Donc, je crois quand même que les Béninois ont une manière, quand ils montrent un arbre pas un chemin, ils essaient de couper cette branche-là pour empêcher d'autres de monter ou bien pour empêcher ceux qui sont déjà sur l'arbre comme eux, par exemple, de descendre. Et c'est des choses que moi, je ne partage pas totalement parce que c'est justement parce que nous sommes libres que nous avons dénoncé le push manqué de 7 décembre 2025. Parce que tout homme et pays de justice ne peut pas accepter qu'il y ait plus dans le pays démocratique. Or, les gens qui sont au pouvoir pour des actes qui visiblement amènent certains à penser que la seule manière pour accéder au pouvoir maintenant, c'est le coup d'État. Et c'est déplorable. Mais moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, nous devons dénoncer avec la dernière rigueur le push. Les forces de sécurité et de la défense ont opté pour les casernes à travers leur ancien chef d'état-major Kézo pour retourner aux casernes pour défendre les biens et les personnes dans notre pays. Mais nous devons aussi au même moment appeler nos autorités à revoir les copies afin que tout le monde se sente béninois chez lui. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez, et le Bénin qui était connu sur le plan international par rapport à sa démocratie, sa bonne gouvernance, la liberté d'expression, est aujourd'hui relégué à un certain nombre de rangs derrière. Et les pays que nous dépassions par le passé commencent par nous ravir déjà la vedette. Moi, il y a des amis burkinabés, d'autres pays de la sous-région, mais quand on discute in boss, mais ils me disent, mais Roger, qu'est-ce qui arrive dans votre pays? Et ça me fait honte. Parce que par le passé, on était fiers de dire que le Bénin est un pays démocratique. Ici, il y a l'alternance qui s'observe au pouvoir depuis 1990. Depuis 1990, nous avons vu ce qui s'est passé. Le président Sogua a fait un mandat de 91 à 80, de 91 à, je sais pas, 90 à 96, hein, 91 à 96. Le président Kodogou est revenu de 96 à 2001. Après, il est arrivé, c'est pas, en 2006, le président Boni Yayi est venu. Il a fait ces 2 mandats, il est parti. Le président Patrice Talon, grâce à la détermination et la liberté d'expression et la démocratie au Bénin, le peuple s'est soulevé comme un seul homme contre les récriminations dont il était victime à l'époque de la part du président Boni Yayi. Et grâce à Dieu, il a pu accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, 10 ans après, seuls les hypocrites peuvent dire qu'ils sont fiers de ce qui se passe tout dans notre pays. Je vais parler notamment de la question qui est en jeu là. À Niambossou, la restriction de la liberté d'expression ou de presse au Bénin, est-ce que la faute n'est pas imputable à vous qui êtes professionnel des médias? J'englobe, hein, je personnalise pas. Je comprends bien la question. Vous savez, moi j'ai pu noter que chaque régime évolue avec ses restrictions. Si on doit vraiment être sincère, il n'y a que sous Mathieu Kérékou que les libertés démocratiques ont été vraiment consacrées et respectées. Et vous vous rappelez cette phrase forte de Mathieu Kérékou qui disait si ça peut être devant ton journal et tout, laissez-le, ne lui faites rien. Sans doute parce que l'homme a pris, il a pris leçon, il a tiré leçon de ce qu'il a vécu durant l'époque révolutionnaire et tout, est devenu pasteur, il s'est dit écoutez, laisser les gens évoluer comme cela se doit. Est-ce que c'est ce moule-là qui a fait que nous nous sommes dit, bon, écoutez, la liberté continue et tout? Parce que sous Boni Yayi, effectivement, il y a eu ces restrictions. Boni Yayi, sous son magistère, avait également ces restrictions. Pas que la presse était totalement libre, pas que les secrétaires généraux de la Confédération ou pas que les acteurs sociaux étaient totalement libres, parce que vous vous rappelez dans ce pays quand même que des acteurs sociaux ont voulu manifester et ils ont été gazés à la bout du travail de Cotonou. J'en étais témoin aussi. Ils ont été admis à l'hôpital au CNHU pour ceux qui sont encore vivants et les autres ils sont déjà partis bien après. Et donc parce que Boni Yayi à l'époque avait trouvé plus fort que lui des gens qui dans l'ombre tiraient sur la ficelle. Alors, aujourd'hui, bien malin qui peut dire ces gens-là qui tiraient sur la ficelle, parce que justement aujourd'hui, il n'y en a plus. Et donc, on se demande si les revendications sous Boni Yayi étaient vraiment objectives ou si elles étaient téléguidées. Aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a plus de revendications pratiquement parce que quand le chef de la partie est venu, ce qu'il a entrepris comme réforme prioritairement, c'est d'abord au plan social. C'est d'abord de restreindre les droits de grève, c'est de dire désormais attention, il n'y a plus possibilité de faire grève comme on le veut, vous êtes réduit à un certain nombre de jours de grève par mois ou par semaine ou par an. Et donc tout de suite on a compris qu'il a tenu le taureau par les cornes. Sans doute parce que justement, certainement il faisait partie de ceux qui faisaient revendiquer des choses. Et donc, vous savez, c'est difficile pour quelqu'un qui
qui connaît le marteau, de laisser ce marteau-là lui frapper sur la tête. Et il est très précautionneux, il a pris des dispositions. Et ce faisant, la presse qui jouait un rôle majeur, ou qui a joué un rôle majeur avant pour que Patrice Talon vienne au pouvoir, vous vous rappelez un peu cette phrase forte de Boni Yayi, ils sont dans la main, ils sont très petits. Il est petit là, il me dérange tous les matins. Vous voyez avec quelle haine, avec quelle rage, quelle haine Boni Yayi avait dit ça à l'époque. Il faisait allusion aux amis que vous citez aujourd'hui, les amis de Canal 3 à l'époque. Et donc, oui, c'est pour dire que, quoi qu'on dise, la presse elle-même, ma foi, je ne dis pas que c'est nous qui sommes en train de faire les débats, mais la presse a contribué à ce que c'est devenu aujourd'hui. Parce que la presse, pendant longtemps, s'est restée instrumentalisée. Moi, je fais partie de ceux-là qui pensent que on ne peut pas avoir un organe de presse et compter sur un contrat gouvernemental. Je l'ai dit, et j'ai eu le temps, quand j'étais encore à Canal, j'ai eu le temps d'en parler avec ma directrice pour lui dire, écoutez, madame la directrice, je pense qu'on doit faire la presse autrement. Aujourd'hui, nous n'avons pas des organes de presse. Il a suffi, cette année où, je crois, il y a 2 ans, que le gouvernement coupe son contrat avec une télévision privée de la place pour que les choses partent en vrille. Sur la même question, Marcel Zoumenou, est-ce que les professionnels des médias ne contribuent pas à l'état de la liberté d'expression au Bénin? Oui, mais je voulais rebondir sur le propos d'Eman tout à l'heure qui disait oui, les médias ne pouvaient pas compter uniquement sur les financements publics, le contrat gouvernemental. Oui, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord, mais le dire de cette manière, c'est pas une lecture approfondie de la situation. Si on est dans un système normal, les médias ne devraient pas compter uniquement sur les contrats du gouvernement. Mais est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, il y a d'autres contrats qu'un média peut aller chercher auprès d'un partenaire privé? Je donne un exemple. Tu as une société, tu fais un contrat avec un média qui critique, par exemple, le gouvernement sur une action donnée. Vous imaginez, moi je sais très bien ce qui se passe. La société qui a appelé pour lui dire, si tu ne résilies pas ton contrat avec le média qui critique le gouvernement, toi on va te faire un redressement fiscal ou bien tu auras d'autres persécutions. Et donc, il faut un système qui est vraiment un système ouvert où tout le monde peut avoir la possibilité d'aller chercher ce financement là où il veut. Mais si le système est fermé, s'il n'y a aucune structure qui a la possibilité de donner des comptes à des groupes de médias qui peuvent être indépendants, là, mais est-ce que, regardons un peu notre écosystème médiatique au Bénin. En dehors du contrat du gouvernement, est-ce qu'il y a autre chose depuis pour M. Précipite pour aller faire des contrats de publicité avec les médias? Et donc c'est ça, il faut que le contexte soit favorable. Donc de faire des contrats de publicité avec les médias qui eux sont indépendants. Mais si tout est fermé, il n'y a personne. Je donne un exemple. Les partis politiques pouvaient faire des contrats avec les médias, je ne sais pas, pouvaient faire des contrats avec les médias. Mais regardez aujourd'hui, les organisations de la société civile sont de plus en plus en difficulté au regard du contexte démocratique, parce que moins il y a la démocratie, moins les organisations de la société civile ont des financements pour agir sur le terrain. Et donc, tout est lié. Sinon, nous ne pouvons pas faire un raisonnement et sortir ce que nous vivons du contexte politique actuel dans le pays. Alors, nous passons à un autre fait de l'actualité au Bénin en 2025, les élections générales de 2026. J'avais l'intention d'ajouter un petit quelque chose à l'intervention de Marcel. Allez-y, Joseph Pezo Anago. Bon, Marcel parlait tout à l'heure de l'écosystème, mais il a bien résolu le problème. Enfin, du moins, il a posé la problématique. Et imaginez-vous, c'est l'écosystème qui régente tout. Imaginez-vous un pays où l'autorité de régulation des médias, qui devrait du moins promouvoir les médias, protéger les médias, protéger la liberté des médias et leur indépendance, si cette structure se met à leur faire injonction de diffuser les communiqués de l'État, c'est-à-dire quel que soit le contenu, alors là, il n'y a plus de médias indépendants. Il faudrait indépendant, cela s'entend, être indépendant de mais le communiqué dont vous parlez a quand même précisé que ce sont des messages d'intérêt national, d'intérêt public.
Ok, qui détermine le message d'intérêt public? Prenons un exemple simple, théoriquement parlant. On me dit par exemple, on m'envoie par exemple un communiqué pour la promotion des moustiquaires imprégnés. Je reste basique, je choisis la meilleure des options même, qui devrait arranger tous les médias. Et on me dit, c'est une page entière pour publier, pour citer la population à utiliser des moustiquaires imprégnés. C'est-à-dire, je prends la formule la meilleure possible du moins, et qui n'a aucun problème a priori. Mais écoutez, mon journal est 12 pages, et moi, j'ai prévu un dossier de 10 pages avec tout ce qu'il y a autour. Et puis on me fait injonction. Je dois publier ça le mardi dans ma prochaine parution et en pleine page. Mais, s'il vous plaît, même si mon annonceur me paye, je suis en droit de lui dire non, je ne pourrai pas publier votre document le mardi, mais je ne peux publier ça que le mercredi parce que j'ai un dossier important et sur la montée du prix du pain ou sur tout ce qu'on peut. Là, par exemple, je vous ai pris l'exemple, l'option la meilleure, la plus jolie à suivre. Mais alors, on enlève au journaliste cette possibilité. Mais alors, quand on me dit que c'est d'intérêt national, qui détermine? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes entendus entre-temps sur les éléments d'appréciation qui déterminent l'intérêt public? Le préfet peut dire, ne circulez pas sur mon territoire, c'est pour des questions d'intérêt public. Le préfet peut décréter, et ça lui a plu, peut-être sa femme lui a dit, bon, mais les titans qui circulent me gênent, mon mari, mon adorable mari, il trouve une solution. Le préfet se lève, il prend une bonne décision, et puis il interdit la circulation de tel à tel des titans. Mais est-ce qu'on ne peut pas exécuter cette injonction de l'ARAC et revenir en émission ou dans un autre papier pour commenter les décisions sujet d'intérêt public? Avec vous, mais ce qui ne m'arrange pas, c'est de me dire que bon, il y a des décisions, des considérations d'État qui déterminent. Bon, je m'en arrête là et on aura l'opportunité de revenir là-dessus. Et donc, et moi, c'est cette décision qui m'a un peu choqué et je sais que ceux qui l'ont prise devraient être en train de se demander, bon, mais est-ce que c'était bien de le faire? Ça dit, d'autres nous regardent ailleurs. Ça dit, il y a plus d'indépendance de la presse à ce niveau. Et lorsqu'il n'y a pas d'indépendance de la presse là, vous permettez, moi, je veux clôturer en disant ceci. Moi, j'ai un ami qui, un jour de 2022, je crois, ou de 2022, il était venu me rendre visite chez moi à l'Abson et il m'a dit, j'ai dû garer ma voiture près de 800 mètres. Il est venu me voir en marchant. Et j'étais surpris et il m'a dit, ah non, mais je suis un entrepreneur et puis il te rend un vieil ami. Ça fait plus de 20 ans qu'on est amis. Mais parce que perso, parfois critique la gouvernance de la rupture, mais cet ami se voit obligé de garer sa voiture très loin et de se faufiler dans les ruelles et venir me dire bonjour. Alors, imaginez un entrepreneur qui a son business et c'est pareil. Cet ami ne me donnerait jamais un quart de page pour que je fasse la promotion de ses affaires. C'est parce que on a institué un environnement, un écosystème qui désormais fait dire aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires que non, attention, il faut éviter les journaux qui sont critiques vis-à-vis de la gouvernance. Alors, sur les élections générales, le processus est en cours. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme fait majeur pendant ces, disons, 5 mois déjà du processus? C'est bien, merci. Il faut regarder un peu, voir un peu l'environnement. Bon, tout a été mis en œuvre, n'est-ce pas, pour poser de véritables obstacles à ceux qui vont compétir et venant. Les présidentielles, on a vu la façon la plus flagrante par laquelle les démocrates ont été mis de côté. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne peut pas présenter un candidat à la présidentielle. Et on a vu, quelqu'un a souligné tout à l'heure le rôle majeur d'un certain Sodine. Et là, quand on avance, les autres restrictions, les autres obstacles qui s'érigent sur leur chemin et laissent à craindre pour la suite. Mais moi, je me dis, c'est vrai que certains de cette rupture qui a tout verrouillé, à la mouvance, la mouvance qui argue que certains partis qui ont choisi de ne pas prendre part aux élections. L'un mis dans l'autre des cas, moi je me dis aujourd'hui qu'on ne peut que observer ce qui se passe et apprécier par la suite. Mais quoi qu'il en soit, il y a une dégradation au plan social, au plan politique, où tout a été restreint. Le président a déjà choisi, et beaucoup de Béninois le disent aujourd'hui, ils connaissent déjà le nom, le visage du président, prochain président de la République. Vous imaginez où on en est arrivé au Bénin, où déjà on connaît pratiquement celui qui sera le prochain président de la République. Et en cours de jeu, on modifie les consignes
ceux qui ont déposé le dossier pour 5 ans de mandature se sont vus en train de s'offrir plutôt un septennat, mais c'est une véritable bagaille, une véritable embrouille. Bon, donc les prochaines élections, moi, ça ne me dit absolument rien qui vaille. Attendons de voir, c'est tout ce que moi je peux dire. Je ne pourrais pas faire d'analyse qui tienne, sauf que je dirais que c'est de la pure bagaille et qui pourra deviner de quoi nous serons mangés demain. Franchement, c'est même ceux qui ont institué la chose, ceux qui ont créé cette situation, eux-mêmes là, ne peuvent pas dire avec certitude de quoi demain sera fait politiquement parlant. Ils ne peuvent pas le dire, ils ne peuvent pas jurer, même les partis de la mouvance ne peuvent pas jurer qu'ils peuvent deviner à 80% de quoi sera fait le paysage politique demain. Donc, c'est de l'indécis et on ne comprend rien, puis on observe. Roger, avancez-vous sur le processus électoral en cours, un fait qui vous a marqué? Oui, je le soulignais tantôt. Et on ne peut pas parler du processus électoral en cours sans évoquer la cruciale question concernant ce fameux vote observé notamment le 14 novembre 2025 au Parlement. Je suis journaliste parlementaire après tout. Et je crois quand même que ce que nous dénonçons depuis le début de cette émission, c'est de cela qu'il s'agit. Voyez-vous, dans un pays comme le nôtre, un pays démocratique, un pays qui a opté pour la démocratie, je le disais tantôt que le Bénin n'a rien à apprendre de la Chine. Parce que nous n'avons pas les mêmes régimes. Il s'agit d'un régime communiste de l'autre côté. Comment se peut-il que les partis majoritaires soutenant l'action du gouvernement vont en Chine pour aller à l'école d'un pays communiste? Tout le problème est là. Vous voyez-vous, quand on parle même de l'UPR, en réalité, on peut les assimiler aux démocrates américains. Et maintenant, quand on parle d'UPR, on parle des républicains. Mais ça veut dire qu'ils n'ont même pas, en réalité, la même idéologie. Voilà deux partis ayant des idéologies différentes soutiennent l'action d'une même personne. C'est là le drame. Personne ne peut me dire avec précision le parti politique auquel appartient le président de la République et Patrice Talon. Or, quand vous faites un sondage, quand on va dans un pays, on sait au moins à quel parti politique appartient, c'est pas un chef d'État, tout au moins. Donc, il y a un embrouillage total. Et vous évoquez tantôt la question cette fameuse question concernant la fille de parrainage. Voilà un pays dans lequel le juge ordinaire a donné une décision en plein processus électoral, or conformément à notre droit positif, lorsqu'il s'agit d'une question relative aux élections législatives ou bien aux élections présidentielles, c'est le juge constitutionnel qui est compétent pour connaître ces litiges-là. On a vu... Le fait évoqué relève du juge administratif, non? On parle de scienture. Non, je parle du juge constitutionnel parce qu'il s'agit d'une élection, il s'agissait à l'époque de l'élection présidentielle. Et le contentieux concernant l'élection présidentielle, c'est le juge constitutionnel qui est compétent. Ou bien les élections législatives, c'est concernant les élections communales ou municipales que le juge administratif est compétent. Mais c'est la cour d'appel qui a rendu une décision, la cour d'appel de Cotonou. Et à l'époque, les spécialistes même ne s'attendaient pas sur la question. Certains estimaient que non, il n'est pas compétent pour connaître cette question parce que nous étions déjà en plein processus électoral. D'autres estiment que non, on n'était pas encore dans le processus, que nous étions... Bon, vous savez, cette manière de faire qui s'observe dans notre pays depuis un certain moment où les gens tirent le drap de leur côté, quand ça les arrange, quand ça ne les arrange pas, ils se réfèrent à ce qui ne devait pas exister. D'une manière ou d'une autre, la finalité est que le parti principal connu pour son opposition, je ne dis pas l'opposition radicale, moi je ne suis pas dans cette logique. Dans un pays démocratique, il doit y avoir de l'opposition. C'est l'opposition qui va relever les anomalies du pouvoir en place pour que le pouvoir en place justement fasse mieux pour le bien-être des populations. Parce qu'on est élu en réalité pour le bien-être des populations, mais ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, Marcel l'a souligné au début de l'émission, quand vous évoquez une question, quand vous dénoncez quelque chose, tout de suite, on vous colle l'étiquette d'opposant. Mais est-ce que notre droit positif même empêche même quelqu'un d'être opposant? Donc, ce qui a été observé avec cette fiche de parrainage de Michel Sodinou, c'est à moins qu'on ne soit pas épris de justice ou bien d'un bon démocrate, on devrait dénoncer. La preuve, vous vous êtes rendu compte, non? Lorsqu'on a modifié la Constitution le 14 novembre 2025 au Parlement, il est désormais interdit, avec notre nouvelle loi constitutionnelle, à un élu, qu'il soit député ou maire ou bien conseiller local simple ou bien conseiller communal, de ne pas avoir la même vision que le parti de la liste sur laquelle il a été élu. Vous avez vu, les gens ont bénéficié d'une chose et automatiquement, c'est ça que je disais au début, quand le gouvernement monte sur une arbre, il coupe les branches pour empêcher tout de monter ou bien pour empêcher les autres de descendre. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que c'est cette droit de grève, cette restriction, j'allais dire, cette liberté d'expression, qui a contribué à l'avènement de la rupture. Mais une fois au pouvoir, la rupture a tout de suite mis de barrage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, on se rend compte que les démocrates ne pourront aller ni aux élections communales, ni à l'élection présidentielle. Or, c'est un parti régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur qui, normalement, devait pas. Quel est le rôle d'un parti politique? C'est d'aller à la conquête du pouvoir, de le gérer
pour le bien-être des populations. Nous sommes d'accord. Et lui n'a le droit d'empêcher l'autre. Écoutez, quand vous prenez les régimes démocratiques qui sont cédés à la tête de notre pays depuis Soglo en 91 jusqu'à 2016, pour parler de Boni Yayi. Est-ce que vous avez vu une seule fois où un parti n'est pas allé aux élections? Non. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est le parti, c'est le pouvoir en place qui décide de qui ira aux élections. Non, c'est des choses que nous devons dénoncer. On ne peut pas être, ce n'est pas possible dans un régime démocratique. Certains évoquent, moi j'ai suivi au cours de ce débat-là, un bon béninois ou bien un homme, tout homme démocratique ne doit pas faire l'apologie de coup d'État. Mais les gens évoquent une question, ils disent qu'il ne peut pas avoir coup d'État en France. C'est vrai, il ne peut pas avoir coup d'État en France. Mais il faut qu'ils sachent aussi que le président Macron n'a pas le pouvoir d'empêcher un parti de l'opposition d'aller aux élections. Donc c'est ce qui a fait cela, justement. Donc on ne peut pas dire au même moment, souhaiter que le pouvoir démocratique soit géré à la base. Parce que quand on parle de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pas le peuple, n'est-ce pas? Et par rapport à cela, lorsque nous donnons notre caution à quelqu'un de nous gérer, il doit veiller sur les intérêts du peuple. C'est cela qu'il s'agit. Donc, pour me résumer, moi j'estime quand même aujourd'hui que un fait marquant de l'année 2025 aussi, c'est cette affaire de la fiche de parrainage que le député Michel Sojoum avait bel et bien remis de son propre chef au président de son parti politique, le parti des démocrates, conformément à la loi, et qu'il s'est résigné après pour dire qu'il n'est pas prêt à soutenir le candidat désigné par son parti politique. Est-ce que vous avez vu un cas pareil parmi les partis soutenant l'action du gouvernement? Au contraire, avec cette affaire de gouvernance, l'UP et le BR se sont entendus pour que certains députés aillent donner leur parrainage, accorder leur parrainage au candidat de FCBE. C'est ça qu'il s'agit. Or, au même moment, un membre d'un parti politique refuse de façon délibérée, contrairement à la loi, d'accorder sa fiche de parrainage au candidat désigné de son parti politique. Et les gens estiment que tout c'est bon. Et ils ont même trouvé un sobriquet pour le nommer et ils se font même plaisir à l'appeler comme ça. C'est des choses que nous devons dénoncer parce que ça n'honore pas notre démocratie. Un régime démocratique, c'est la libre expression aux populations à la base. C'est le peuple qui choisit de façon délibérée son dirigeant. C'est ce que nous avons fait depuis 1991 et ça doit continuer. C'est notre fierté. C'est ce que nous avons de plus cher en réalité. C'est parce que la liberté que vous et moi, nous parlons. Et nous ne faut pas cautionner que ceux qui sont venus trouver notre pays dans la paix, la mettre dans la gadoue. Ce n'est pas à accepter. Ce n'est pas des choses qu'il faut accepter. Donc, pour permettre à Niambous qui est en temps revenu de parler, je crois quand même un fait marquant, comme je le disais tant. Et Samuel, si tu me permets, oui. Je veux conclure rapidement pour dire, nous n'avons pas évoqué la situation de la révision de la Constitution, parce que tout part de là, désormais, il y a les septennats au Bénin, pour les communales, les législatives et la présidentielle. Or, ce n'était pas le cas. Et bien sûr, l'instauration d'un fameux Sénat dans notre droit positif, qui pratiquement a le même pouvoir législatif que l'Assemblée nationale. Donc, on ne parle plus de l'Assemblée, on ne parle plus de Parlement en béninois. Quand on parle de Parlement désormais, c'est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Or, par le passé, quand nous parlons de l'Assemblée nationale, on faisait directement référence au Parlement. C'est de cela qu'il s'agit aussi. Merci à vous, Roger Avossé-Vous. Emmanuel Niamboussou, vous nous avez rejoint en temps. Le fait qui vous a marqué dans le processus électoral en cours en quelques secondes. Oui, en quelques secondes, je pense que les acteurs politiques avaient déjà donné le temps quand, en plein processus électoral, pour élire les maires, les consorts, je crois, ils sont retournés au Parlement pour faire une loi complétive et explicative. Voilà, qui est devenue. Et donc, ça peut-être a fait que aujourd'hui, alors qu'on nous a annoncé les réformes politiques comme étant des réformes qui doivent faire des partis politiques des institutions fortes, on a assisté à cette scène-là où aujourd'hui, un bilan au plan politique comme là. Alors donc, moi je voudrais quand même qu'on parle de la presse, ce que la presse même est devenue, parce que on parle des autres, mais on ne parle jamais de vous. Merci. Marcel Zoumenou, fait marquant l'année 2025 dans le processus électoral pour sortir de ce studio. Moi, je reviens sur l'affaire Sodino qui, pour moi, est l'expression même de la volonté politique actuelle d'organiser des élections, non seulement des élections fermées, comme je le dis, des élections exclusives. C'est la mode depuis 2019, ça a été instauré en 2009. Et je crois que les élections générales de 2026 restent purement exclusives. On doit avoir le courage de dire, parce que la stratégie est simple. On sait très bien que les élections communales, ça vous permet d'avoir près de, je sais pas combien, près de 3000 candidats. Et ces candidats viennent renforcer le parti à la base pour l'élection législative. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on a empêché le parti des démocrates d'être présent pour les élections communales. Parce que vous alliez des conseillers communaux qui, eux, il ne peut pas être conseiller communaux sur la liste pour le parti et ne pas travailler pour le renforcement du parti pour avoir le plus grand nombre de députés. Donc, avec la décision d'empêcher le parti Les Démocrates de participer aux élections communales, c'est une manière
de les affaiblir pour les élections législatives. Il faut bien comprendre la stratégie parce que vous savez très bien ce qui s'est passé. Un parti qui demande des pièces, les mêmes structures de l'État qui doivent lui délivrer les pièces ne lui délivrent pas. Et après, la Sénat n'a pris de ne pas avoir mis ces pièces dans le dossier alors que on a faussement instruit des structures de l'État de ne pas lui avoir remis les pièces. Et donc, on empêche le parti d'être présent aux élections communales pour l'affaiblir pour les législatives. Et on trouve maintenant un moyen pour l'empêcher carrément, parce que là, on ne veut pas prendre de risques, pour l'empêcher carrément de participer à l'élection présidentielle. Parce qu'on sait que quand on va à l'élection présidentielle, il est plus difficile au Bénin, au regard de notre contexte, de frauder pour les élections présidentielles. Ça là, il y a beaucoup de spécialistes de ça. Et donc, on veut éviter le risque et donc on les exclut parce que ce qui s'est passé, c'est une exclusion pure. D'abord, on fait une loi où on amène le nombre de parrains exact au même nombre de parrains que ce parti possède. Et on se dit, bon, on va faire la chasse pour trouver le maillon faible qu'on va utiliser et après pour le ôter un parrainage. Et c'est ça qu'on a fait. Quand on n'a pas pu avoir les parrainages le jour du retrait des parrainages à la Sénat parce que le parti ayant eu vent de ça a pris les dispositions pour que tous les parrains aillent ensemble pour retirer, on a maintenant réfléchi pour faire annuler ce parrainage. Et vous voyez ce qui s'est passé, c'est l'expression même du fait que la démocratie n'existe plus. Parce qu'on dit que la démocratie, c'est la loi de la majorité, c'est le pouvoir du peuple. Mais un seul individu empêche tout un pays d'avoir accès à une élection. Parce que ce qui veut se passer, je crois que c'est en avril là, pour moi, c'est pas une élection. Hein. Vous choisissez un concurrent que vous savez au départ être faible et vous le mettez en face ou qui est, comme on le dit, un match amical ou même, je dirais même qu'il n'y a pas match parce que le candidat lui-même a disparu. Et donc, un seul individu, on lui donne les pouvoirs par la justice d'empêcher tout un pays de bénéficier d'élections. Tu vois ce qui s'est passé? Et on dit, bon, le parti n'a qu'à se conformer. Dans un parti, il y a 28 personnes et les 27 ont dit oui, nous sommes d'accord pour ce candidat. Un seul individu parce qu'il est accompagné, parce qu'on lui donne les moyens, parce qu'on lui donne le courage, la justice en sa faveur, empêche non seulement le parti, mais tout un pays d'avoir accès à une élection crédible, une élection inclusive. C'est extraordinaire. Et moi, c'est en dehors du coup d'État, c'est le second fait marquant de l'histoire 2025 au Bénin. Et là, comme on le dit dans ma langue, mais là, c'est que les gens n'ont plus, on le fait sans vergogne, sans état d'âme et sans honte. Et puis après, il y a même la machine de communication qui accompagne pour présenter celui qui, dans un contexte normal, devait être présenté comme un traître. Un traître national, on le présente comme un héros. Et lui-même est venu après, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour dire oui, il a fait ça pour sauver le pays. Donc, sur le plan, on est dans une situation de déchéance morale inquiétante. Parce que si c'est ça la politique, c'est grave pour les générations futures. Pour moi, donc, les élections de 2026, pour moi, il n'y en a pas, ces élections n'en sont pas une. Et le parti est déjà totalement affaibli. Vous savez aujourd'hui actuellement la difficulté du parti Les Démocrates, c'est qu'ils n'ont pas de moyens. Le parti passe par tous les moyens pour avoir un peu de moyens pour battre campagne qu'il n'arrive pas à trouver parce qu'il est asphyxié de tous les côtés. Et donc, ils iront aux élections comme des faits valoir. Ils ont participé, ils n'ont pas pu avoir les 20%. Et puis bon, ça passe. Donc pour vous, pas d'enjeu pour ces élections législatives. Et la vie continue. Marcel Zoumenou, un fait que vous n'avez pas évoqué, chers amis débatteurs, c'est quand même Canet Noir, Maître Paul Kato Atita qui a déposé définitivement ça, Marcel Zoumenou. Oui, Maître Kato Atita qui est un brillant avocat que j'ai appris à connaître, après à rapprocher, nous avons partagé des forums de discussion ensemble et qui intervient toujours de façon lumineuse, qui est une personne respectable et qui, c'est pas lui seul, beaucoup de personnalités béninoises, des gens qui sont, selon moi, restés du bon côté de l'histoire et qui, malheureusement, sont morts presque dans l'anonymat parce qu'aujourd'hui, le système politique ne valorise que ceux qui sont du côté du pouvoir et donc il est mort presque dans l'anonymat. Moi, je pense que c'est une valeur sûre que nous avons perdue dans l'éclairage même des débats juridiques et dans beaucoup de sujets. Il était quand même une lumière pour nous autres et pour beaucoup de personnes et je crois que le vide qu'il a laissé, c'est un vide qu'on aura du mal à combler. Joseph Pezo Anango, un mot à la mémoire de Maître Paul Kato Atita. Merci. Comme l'a dit Marcel, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu à croiser le micro sur beaucoup de plateaux de télé et j'ai toujours admiré sa démarche et qui sait se mettre au-dessus de la mêlée malgré qu'il soit avocat. Lorsque nous nous retrouvons sur des plateaux de télé, franchement,
je reste sans voix. Mais ça dit, nous ne sommes pas des éternels, bien entendu. C'est vrai aussi, comme l'a dit Marcel, que oui, nous avons des valeurs qui s'en vont. Personne n'en parle ou on n'en parle pas. C'est-à-dire le système est tel que ceux qui s'en vont, pour peu qu'on les a vus dans des attitudes critiques, on les laisse partir sans qu'il y ait quelques témoignages que ce soit. On préfère plutôt auréoler ce que moi je pourrais appeler des contre-valeurs. Bon, mais moi je rends hommage à celui qui a été un grand homme de réflexion sur pratiquement tous les sujets, un grand défenseur des droits humains, pour ce que je sais quand même sur les échanges que nous avons sur les plateaux de télé. Voilà, je m'incline devant sa mémoire et aussi j'en profite pour m'incliner devant la mémoire de ces nombreuses valeurs, de ces personnes, que ce soit des femmes ou des hommes qui nous ont quittés. Et tout récemment, notre confrère Marcus Boni-Tega, qui est un grand journaliste, un grand penseur, un grand écrivain qui nous a laissé vendredi dernier. Voilà, je voudrais m'incliner également devant la mémoire de ce grand homme de médias. Merci. Et exactement, et cette année, les médias quand même ont perdu beaucoup de confrères. Hein. Un mois à l'endroit de ces confrères disparus. Roger, avancez-vous. Oui, je m'incline, tout comme les autres, devant la mémoire de nos compatriotes qui nous ont faussé compagnie, notamment les professionnels des médias. La liste est très longue, je ne voudrais pas prendre le risque de citer. D'une manière ou d'une autre, l'homme est né pour grandir et mourir après. Donc, tout compte fait, nous ne pouvons que souhaiter que la terre soit légère, sans oublier Maître Kadatita, dont on fait cas les autres tout à l'heure. Pour ma petite expérience, c'est quelqu'un que je suis depuis des années et je crois quand même que c'est un ardent défenseur des droits de l'homme, comme ils l'ont eu à le souligner. Et il a souvent plaidé du côté de la veuve et de l'orphelin. Vous savez, les dossiers sulfureux de notre République, il est toujours du côté des gens qui commencent pas, en tout cas, qui estiment qu'ils sont marginalisés dans leur droit. Je ne voudrais pas rappeler les nombreux procès opposant l'État à les citoyens de notre pays et il a pris sa robe pour défendre. Je voudrais aussi souligner que nous avons perdu au cours de cette année 2025 bon nombre de nos artistes. Je ne vais pas les citer, ils sont trop nombreux. Il y a Willy Mignon, il y a Samuel, ils sont nombreux. Dans tous les cas, nous ne pouvons que prier que la terre soit légère, que le Seigneur trouve grâce, qu'il leur pardonne le péché. Parce que c'est ça qu'il s'agit aussi. Tout compte fait, nous allons aussi passer de l'autre côté un jour. Seulement qu'il est important de faire des choses de telle manière que, après notre passage, que les actes parlent à notre nom, comme nous venons de le faire de façon unanime sur ce plateau pour Maître Kadatita. C'est de cela qu'il s'agit, pour poser les actes. Parce que il y a des gens, excusez-moi le terme, quand ils meurent, personne ne s'en préoccupe, pas parce que ils sont morts dans l'anonymat, comme ils l'ont souligné tout à l'heure. Je ne veux pas évoquer les cas dont ils ont fait cas. Mais il y a des gens, c'est-à-dire, le monde ne dit rien, parce que tellement ils ont eu à poser des actes qui n'honorent pas la République. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, quant à ceux qui ont honoré notre République par leurs actes, sachant bien sûr qu'ils sont tous mortels, ce sont de ceux-là que nous parlons. Essayons de faire en sorte que, tant qu'il y a encore temps, pour que, après notre départ, que ceux qui sont encore sur la terre regrettent notre départ. Regardez le cas de Rosine Sogo. Elle est morte depuis des années, mais les gens continuent d'évoquer sa bravoure au Parlement. Donc, tout compte fait, bon, mais je regrette, amèrement, nous n'avons pas évoqué la question de la révision constitutionnelle du 14 novembre 2025 au Parlement. C'est un peu marquant de l'année 2025 parce que c'est de cela qu'il s'agit, parce que notre République fonctionnera désormais sur deux caméras au Parlement, c'est-à-dire un Parlement à deux faces, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que n'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez lu la loi de compte en compte, le Sénat a même le pouvoir de légiférer. Il a même le pouvoir de demander une seconde lecture lorsque même le président de la République ne le fait pas. Et le Sénat a le pouvoir même de démettre le président de la Cour constitutionnelle. On reviendra certainement. Oui, on y reviendra parce qu'ils ont évoqué seulement le président de l'Assemblée nationale, le président de la République et le président du Conseil économique et social. Donc, s'ils n'ont pas évoqué les autres, ça veut dire que les autres sont capables, ils sont capables de les démettre. On peut même retirer les droits civiques à un citoyen. Et on a même parlé de très politique. On reviendra tous sur ces méandres de la nouvelle constitution. Merci à vous, chers confrères, d'avoir été des nôtres ce matin. On vous souhaite une très bonne et heureuse année 2026 par anticipation. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour le tout premier numéro de votre émission Que dit la presse pour le compte de l'année 2026. Merci à vous. 26. 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 Merci à vous. 26.